Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour notre programme Afrique pour ce mardi, le 23 juin 2026. On commence tout de suite notre édition d'aujourd'hui avec cette information. L'Égypte a salué l'adoption par le Conseil de la Ligue arabe réuni au niveau ministériel dans la capitale jordanienne Amman de la décision de nommer par consensus Nabil Fahmi au poste de secrétaire général de la Ligue arabe pour un mandat de 5 ans. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que ce choix était un hommage rendu au parcours diplomatique de Nabil Fahmi au cours duquel il avait soutenu l'action arabe sur les scènes régionales et internationales. L'Égypte a exprimé sa confiance dans la capacité du nouveau secrétaire général de la Ligue arabe à accomplir avec succès les missions qui lui sont confiées et à contribuer davantage au renforcement de l'action arabe commune. L'Égypte a également adressé ses sincères remerciements à l'ancien secrétaire général Ahmad Aboulghit pour les efforts et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de son mandat. Et le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est entretenu mardi avec son homologue syrien Assad Ashibani, et ce en marge de la réunion du Conseil de la Ligue arabe tenue en Jordanie. Les deux ministres ont mis l'accent sur la profondeur des relations liant l'Égypte à la Syrie, affirmant l'importance de les développer davantage, surtout après la visite effectuée par le ministre syrien des Affaires étrangères au Caire en mai dernier. Abdelghati, de son côté, il a dénoncé les violations israéliennes flagrantes de la souveraineté syrienne, soulignant l'importance du respect total de l'unité et de la sécurité des territoires de ce pays. Et en marge de la 165e session ordinaire reprise du Conseil de la Ligue des États arabes à Amman, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati s'est entretenu avec ses homologues tunisiens et algériens afin de renforcer la coopération bilatérale et de coordonner les positions sur les dossiers régionaux. Pour plus de détails, voici un commentaire. À Amman, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a tenu des entretiens avec ses homologues tunisiens Mohamed Ali Nafti et algérien Ahmad Attaf en marge des travaux du Conseil de la Ligue arabe. Les discussions ont permis de réaffirmer la solidité des relations historiques entre l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, ainsi que la volonté commune de renforcer la coopération politique, économique, commerciale et les investissements. Le chef de la diplomatie a souligné l'importance de mettre en œuvre les résultats des commissions mixtes avec les deux pays et d'encourager les échanges entre les milieux d'affaires afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat. Sur le plan régional, les entretiens ont porté sur les principales questions arabes, notamment la cause palestinienne et la situation en Libye. Les ministres ont insisté sur la nécessité de poursuivre les concertations face aux défis que connaît la région. Badr Abdelghati a également salué les résultats de la réunion du mécanisme trilatéral des pays voisins de la Libye, tenue au Caire le 21 mai, soulignant l'importance de maintenir ce cadre de concertation afin de préserver l'unité de la Libye, soutenir ses institutions nationales et contribuer au renforcement de la stabilité régionale. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour renforcer la coordination arabe et promouvoir des positions communes face aux défis régionaux. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, premièrement, comment évaluez-vous l'importance de la coordination entre l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie dans le contexte des défis que connaît actuellement la région arabe? Nous savons que la Libye a pas mal de problèmes et c'est très important de coordonner avec les pays de voisinage pour essayer d'arriver à une solution. Je pense que ça va arriver. Oui. Maintenant, les choses marchent bien en Libye, des deux côtés, je veux dire, et nous espérons bien qu'il y aura une sorte d'entente de façon à ce que la Libye se réunisse encore une fois. Et c'est pour ça que des deux côtés, il y a l'Égypte d'un côté et Tunisie, Algérie de l'autre, bien que les relations bilatérales sont importantes, mais c'est important aussi
disons, trouver une solution pour le défi que présente la situation en Libye présente. Le Caire insiste sur la poursuite des mécanismes trilatéraux des pays voisins de la Libye. Quel rôle concret ce mécanisme peut-il jouer dans la préservation de l'unité et de la stabilité de la Libye? Bon, c'est-à-dire, c'est clair, de notre côté, nous avons des relations avec l'Est de la Libye. Et de l'autre côté, le gouvernement qui est établi à Tripoli, encore, il a de très bonnes relations avec la Libye et l'Algérie. Et le rapprochement entre les deux côtés, c'est très important et ça ne va jamais venir sans disons, coopération très étroite entre l'Égypte d'un côté et les deux autres pays, Algérie et Tunisie de l'autre côté. Il y a des pourparlers, il y a des négociations, il y a des conférences, disons des rendez-vous qui prennent lieu depuis quelque temps, mais je pense que dernièrement, les choses commencent à devenir un peu plus concrètes. Au-delà des questions politiques, quelles sont les perspectives de coopération économique et d'investissement entre l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, notamment après les travaux de commission mixte? Bon, l'Algérie a toujours eu des relations excellentes avec l'Égypte. On parle maintenant de gaz, etc., qui peut être fourni de la part de l'Algérie. Il y aura des investissements pas mal égyptiens, je pense, dans l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de projets qui peuvent être réalisés entre les trois pays. Et en plus, ça c'est disons, un espoir, un rêve, c'est l'autoroute de la Nord-Afrique qui doit joindre l'Égypte, la Libye, Tunisie, Algérie et jusqu'au Maroc. Ça, c'est encore une fois une chose. Si jamais ça prend lieu, ça va fortifier les relations économiques entre les pays du nord d'Afrique et ça va faire une très grande différence sur le plan politique et économique. Espérons pour le mieux, Dr. Aouf Ghaffar. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Afrique de l'Ouest fait face à une crise alimentaire sans précédent selon la CEDEAO. Plus de la moitié de la population de la région pourrait être confrontée à une insécurité alimentaire aiguë entre juin et août 2026. Pour plus de détails, voici un commentaire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tire la sonnette d'alarme face à l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans la région. Les dernières prévisions indiquent que 53% des 442 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest pourraient être touchés par une insécurité alimentaire aiguë au cours de l'été 2026. Pour Khalilou Silla, commissaire de la CEDEAO chargé des affaires économiques et de l'agriculture, cette crise qui se répète tous les 2 ans depuis une décennie est inacceptable, mais peut être évitée grâce à des politiques agricoles plus ambitieuses. Malgré un potentiel estimé à 236 millions d'hectares de terres arables, seule la moitié est actuellement exploitée. La région demeure fortement dépendante des importations alimentaires, tandis que les conflits, l'inflation et les perturbations économiques aggravent la vulnérabilité des populations. La CEDEAO met en avant les acquis de sa politique agricole régionale, notamment la création de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation et des réserves alimentaires régionales qui permettent de répondre plus rapidement aux crises. Pour la période 2026-2035, l'organisation souhaite accélérer la mise en œuvre de la stratégie 2035 fondée sur le développement des cultures vivrières locales telles que le mil, le sorgho et le niébé, ainsi que sur un vaste programme de 19 milliards de dollars destiné à renforcer la filière rizicole. L'objectif est d'atteindre une véritable autosuffisance alimentaire
de réduire la dépendance extérieure et de renforcer la résilience d'un secteur agricole qui représente 35% du PIB régional et fait vivre près de 60% de la population active en Afrique de l'Ouest. Et l'épidémie d'Ebola poursuit sa progression en RDC. Les autorités sanitaires ont franchi un seuil préoccupant avec plus de 1000 cas confirmés, tandis que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, appelle à un cessez-le-feu pour faciliter la riposte. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'épidémie d'Ebola continue de s'aggraver en République démocratique du Congo. Selon les derniers chiffres officiels, le pays compte désormais 1300 cas confirmés et 254 décès, marquant un nouveau cap dans cette flambée qui touche principalement l'est du pays. La province de l'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie. À Bunia, les camps de personnes déplacées sont particulièrement exposés en raison de la promiscuité des déplacements de population et des conditions sanitaires précaires qui favorisent la transmission du virus. Les autorités sanitaires indiquent que la riposte reste fortement entravée par l'insécurité persistante et la méfiance d'une partie de la population, compliquant le suivi des cas contractés et l'accès des équipes médicales aux zones affectées. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé appelle à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC afin de permettre au personnel de santé d'intervenir efficacement et de renforcer les opérations de dépistage et de prise en charge. Les pays voisins, notamment l'Ouganda, maintiennent un niveau élevé de surveillance aux frontières afin d'empêcher toute propagation régionale de l'épidémie, tandis que les autorités congolaises poursuivent leurs efforts pour contenir cette nouvelle flambée d'Ebola. Et la sélection de la République démocratique du Congo, la sélection de football, poursuit sa préparation à Austin aux États-Unis avant de disputer son deuxième match de la phase des groupes du Mondial 2026. Les Léopards affronteront leur homologue de Colombie mercredi à Guadalajara au Mexique dans le cadre de la deuxième journée du groupe 11. L'équipe congolaise a entamé son parcours dans la compétition par un résultat historique en tenant en échec le Portugal sur le score de 1-1. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition de Afrique pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.